Bonjour à tous, c'est Ludo pour la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur mon gros dossier de l'amour de ma vie qui est Netrunner. On avance aujourd'hui sur la vidéo qui va vous expliquer les différences entre Netrunner CCG et Android Netrunner au moment où moi j'ai découvert le jeu, etc. Dans cette vidéo-là, finalement, je vais ne parler que des différences de règles et la vidéo sur le développement d'Android Netrunner, j'en parlerai un petit peu plus tard, enfin dans une prochaine. Donc, au niveau des changements, déjà d'une manière globale, il y a eu très peu de vrais gros changements impactants. C'est-à-dire que vous regardez une table de Netrunner, alors mis à part l'univers et le graphisme, parce que visuellement, effectivement, vous regardez les deux jeux, vous voyez que c'est pas du tout pareil. Il y a Netrunner CCG qui est très glauque, sombre, décadent, et puis à l'opposé, vous avez Android Netrunner qui est très coloré, très lissé, très propre. On a moins l'impression de décadence, de peur, de stress, il y a moins de choses sales, il n'y a pas de. Il y a un peu de drogue, mais enfin, c'est pas pareil. Android Netrunner est beaucoup plus lisse. Donc, mis à part l'aspect graphique, vous regardez les deux jeux se développer sur table. Franchement, c'est les mêmes jeux. Même pour un joueur de Netrunner, premier du nom, enfin voilà, faut arrêter de dire que les différences que je vais vous expliquer, elles sont somme toute mineures. Il y a eu un vrai gros changement de règle qu'est la trace. Donc, comment ça se passait la trace dans le premier Netrunner? Le runner, enfin la corpo plutôt, pouvait déclencher des tracks. Les tracks étaient indiqués ici, donc track 5. Le 5 était une limite de track, à savoir que la corpo pouvait miser secrètement jusqu'à 5 d'argent dans sa main. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. C'était vraiment du secret. Le but d'une track était d'être réussi et chaque carte qui initie une track indique derrière ce qu'elle fait. Là, en l'occurrence, si la track est réussie, donnez un tag au runner. Le tag, ça ne change pas d'Android. On peut effacer pour une action et 2 crédits une ressource ou jouer des cartes qui nécessitent que le runner est tagué. En l'occurrence, là, il y a un exemple. Jouable uniquement si le runner est tagué. Faites ceci, faites cela. Sauf que le runner, dans Netrunner CCG, n'avait pas d'évasion de base. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'évader. Pour pouvoir s'évader, il devait posséder en jeu, avoir pioché et installé une carte qui procure de l'évasion de base. Elles étaient du sous-type évasion de base. Sans ça, le runner ne pouvait pas s'évader. Donc c'est vrai que c'est un défaut de Netrunner, je reconnais, que si le runner n'avait pas pioché de cette carte-là, il ne pouvait même pas jouer à la trace et à l'évasion, c'est tout de suite la trace était réussie. Donc en construit, on arrivait à s'affranchir de ça. Pourquoi? Parce qu'on prenait en compte quelles auraient été les conséquences des tags et on palliait à ces défauts-là. En gros, une taille de main hyper importante pour pouvoir absorber les chocs sans crever, ou en gros des paratonnerres pour éviter les trages de ressources, ou tout un tas de trucs. Bref, on arrivait à s'affranchir totalement des conséquences des tags. Mais en scellé, où on ne construisait pas son deck, c'était super risqué, et c'est pour ça que vous aviez la peur au ventre en jouant en Netrunner CCG en scellé, c'est que vous ne saviez pas ce qui pouvait vous tomber sur le coin de la tronche. Donc il fallait des cartes comme ça d'évasion de base. Là où c'est magique dans Netrunner, c'est que la modulation de dépenses de l'évasion changeait en fonction de la carte. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Les cartes d'évasion donnent une évasion de base en dépensant une certaine somme d'argent. Par exemple, celle-ci, pour 2, vous aviez une évasion de base 4. Pour 1, une évasion de base 2. Pour ici, 2, une évasion de base 4. Pour 1, une évasion de base 9, et ainsi de suite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la corpo initie une trace avec une limite. Elle pouvait dépenser jusqu'à cette limite. Celle-ci, c'est limite 5, donc elle dépensait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le runner, d'un autre côté, réfléchissait. Combien il va dépenser? Il a besoin d'argent, il a 12 crédits, c'est pas la folie. Moi, il sait que pour 2, j'ai une évasion de base 4. Du coup, est-ce qu'il va tenter de passer au-dessus? Est-ce qu'il va pas dépenser du tout? Qu'est-ce qu'il va faire?
Donc il y avait un jeu mental, un jeu dans le jeu, essayer de deviner ce qu'allait faire l'autre. Et le but, comme dans ce jeu-là, le nerf de la guerre, c'est la thune, le but c'était d'essayer de ne pas s'assécher et de dépenser le moins possible, sachant que la corpo a une limite de 5. Donc en tant que runner, on devait essayer de deviner et de miser des crédits. Ensuite, chaque joueur révélait l'argent et on regardait ce qui se passait. La corpo, un crédit, enfin un jeton, c'est un d'évasion. Donc si la corpo avait misé 3 jetons, elle avait une évasion de 3. Moi, le runner, j'avais aucune limite. Je pouvais m'assécher en argent si je le voulais, mais ce n'était pas le but. Si la corpo a une évasion de base 5, de toute façon, en cas d'égalité, c'était la corpo qui passait. Du coup, le runner avec un link de 6, il était au-dessus, il gagnait. Donc de toute façon, le runner, il n'avait aucun intérêt à aller au-dessus de 6. Donc par défaut, avec une limite corpo de 5, la limite runner était de 6. Sauf qu'en runner, la modulation de dépense n'est pas de 1 pour 1, la modulation de dépense était indiquée par sa carte d'évasion. Et c'est là où c'est fabuleux, parce que vous changiez de carte et votre rapport d'évasion changeait. Pour 2, là par exemple, je vois ici, si je dépensais, je dis n'importe quoi, hein, 4 crédits. Donc 2 crédits, évasion de base 4, 2 crédits plus 1. J'avais 5 d'évasion pour 4 de thunes. Je pouvais ne pas rajouter de l'évasion et juste avoir une base ligne de 4. Là ici, pour 4, j'aurais eu combien 1, 2, 3. Donc pour 3, j'aurais eu une évasion de base 3. Pour 1, j'avais 9, mais je ne pouvais pas augmenter. Pour 2, j'avais 4. Pour 2, j'avais plus 1. Enfin voilà, c'est là où c'est super intéressant. C'est que vous essayez de dépenser le moins possible. Vous essayez de deviner ce que va faire l'autre pour dépenser le moins possible, moins que lui, tout en étant au-dessus. Et dans un jeu où toutes les cartes corpo sont face cachée, où l'argent c'est le nerf de la guerre, où vous avez peur de ne pas savoir où vous mettez les pieds, quelles vont être les conséquences des tags, enfin c'est un mind trick de malade, vous misiez de l'argent, vous regardez le mec dans l'œil, etc., vous révélez, ah ok, machin, enfin juste hallucinant, la trace, c'était hallucinant. Ce qui s'est passé dans Android Netrunner, il y a eu une bonne chose, c'est que le runner, pour s'évader, n'avait plus besoin de carte d'évasion de base. Sa carte d'identité qui symbolise le runner lui donnait la faculté de pouvoir s'évader de base, sans aucune carte. Pour cela, le runner doit dépenser de l'argent, toujours, avec une modulation de 1 pour 1, tout simplement. Il a 0, il dépense 5, il a 5. Donc déjà, on partait d'une modulation variable et intéressante à une modulation de 1 pour 1. La nouvelle trace qui se passait, c'est que, je vais vous reprendre l'exemple de ma carte corpo actuelle, hein. Dans Android Netrunner, quand on joue une track 5, ça veut dire que la corpo a une force de 5, en dépensant 0 d'argent. C'est gratuit à la 5 de force. Si elle le désire, elle peut rajouter de la puissance en dépensant de l'argent face visible, tout simplement. J'ai une track 5, je rajoute 3, j'ai 8. Tu fais quoi? Le runner, c'est soit il était à égalité et il arrivait à escape, soit il était en dessous et c'est la corpo qui gagnait. Donc d'un jeu de mind trick, bluff, face cachée, déduction, on essayait de bypasser tout en dépensant moins que lui et le moins possible, on passe à une vulgaire guerre économique où il faut dépenser plus que l'autre avec l'avantage que la corpo n'est pas obligée de dépenser pour avoir une grosse force. Donc certes, il y a des identités runner qui procuraient un base link de 1 de base, et pas 0, mais bon, c'est pas fou. Certes, le runner avait des cartes ressources ou d'autres cartes qui lui rajoutaient du link de base pour avoir un link supérieur et dépenser moins pour bypasser la corpo. Mais voilà, c'était de la dépense ouverte, c'est d'abord la corpo qui dépense, puis le runner. Et concrètement dans Android Netrunner, alors très souvent dans Netrunner, en construit, on s'en foutait de la trace, la corpo gérait les conséquences de la trace, et donc les conséquences d'un tag, et bien souvent il gérait les damages. C'était un défaut, mais quand on arrivait à tracer dans les scellés, c'était juste magnifique le jeu que ça créait. Et Android Netrunner, ce qui se passait, c'était du binaire. C'est soit le runner faisait rien, ok la corpo, vas-y t'as gagné, t'as joué ta carte, ou soit si le runner voulait escape, il s'asséchait en dépensant plus que la corpo, et souvent en dépensant beaucoup, parce que la corpo avait un base link gratuit important.
Donc voilà, ça a été la première grosse différence, et c'est honnêtement la seule grosse différence dans le jeu. Mais malheureusement, quelle différence c'est? C'est c'est qu'une sous-partie du jeu, on est d'accord, mais dans un jeu où le bluff, le stress, la tension, et puis c'était super méthodique, enfin, la corpo essaye de tracer, on ne sait pas où il y a de la recherche, enfin, si vous avez l'occasion de jouer un Netrunner CCG un jour, vous verrez la trace, c'est juste magique, c'est génial. Et je pense qu'en plus, il y avait moyen d'intégrer l'ancienne trace dans le nouveau. L'idée de procurer du baselink au runner de base sans carte, ça pouvait être fait, mais tout en conservant l'ancienne règle. Bon bref, ça a été modifié, ça a été modifié. Je reprends mes petites notes au niveau des changements. Il y a eu des différences au niveau de la purge des virus. Dans Netrunner, donc les virus c'est quoi? C'était des runners qui installent un programme virus et qui, sous différentes actions de jeu, quand ils les réussissaient, arrivaient à mettre des compteurs sur ces virus, et plus il y avait de compteurs, plus les virus étaient forts et procuraient des avantages côté runner, ou soit des désavantages côté corpo. C'était très chiant pour la corpo. Donc on stackait des compteurs, et la corpo, à n'importe quel moment, et je dis bien à n'importe quel moment, pouvait passer ces 3 prochaines actions pour retirer tous les virus. Ça pouvait être fait à son tour. Donc la corpo avait un début de tour. En 0, elle pioche une carte. Et ensuite, elle a 3 actions. Donc elle pouvait faire 0, je pioche. 3 actions, je purge. Et elle pouvait faire 0, je pioche. Première, je fais un truc. Deuxième, troisième, je passe mes virus. Et la première action de mon prochain tour. Elle pouvait faire 0, 1, 2. Elle purgeait sa troisième et les 2 prochaines du tour d'après. Bref, c'était quand elle le voulait. Elle pouvait même le faire pendant le tour du runner. Le runner est en plein run, il va faire un truc, il pense profiter de ses compteurs virus dans le run, et là, la corpo dit hop, 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 stop, je skip mes 3 prochaines actions, je wipe tes virus, du coup, l'effet que tu es en train de faire, il est amoindri. Ça a apporté beaucoup de choses stratégiquement, et dans le cas où il y a une carte qui existait dans Netrunner CCG, qui existe dans Android Netrunner, il y a une carte virus où plus il y avait de compteurs, plus le runner accède de cartes au R&D. Dans le R&D, dans le deck du runner. Dans Android Netrunner, cette règle-là a fait que la corpo était lockée. Le runner, il pouvait passer son tour à venir runner, à stacker et à reprofiter de l'effet plein de fois sans que la corpo puisse agir. Et des fois, c'est super pénalisant parce que la corpo regardait, et comme c'est un jeu qui n'est pas très interactif, il n'y a pas d'éphémère, enfin, c'est pas fait pareil que Magic, etc. Souvent, on est en attente, on serre les fesses, le runner rentre, et justement, la purge des virus, comme c'était fait dans Netrunner, était un des seuls moyens d'avoir une interaction et d'avoir un peu de réflexion, dire je passe pas, je le nique en plein run, voilà. Et dans Netrunner, bah, la corpo était lockée, le runner il venait, il stackait, la corpo pouvait réagir qu'à son tour d'après, sauf que réagir à son tour d'après, c'était quoi? Piocher, skipper, et elle n'avait pas changé l'état de son plateau. Ce qui fait que si le R&D était une passoire, bah, le runner allait revenir au tour d'après et rebelote. Donc voilà, en pouvant passer les actions de manière sélective, la corpo pouvait s'adapter. Elle pouvait, première, je pioche, deuxième, elle installe une eye sur R&D, skip, 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 et voilà, elle pouvait s'adapter. Donc ça n'a pas été un gros changement, mais un changement quand même qui a eu des conséquences. Le nombre de points d'agenda requis dans le deck a changé entre Netrunner et Android Netrunner. C'était pas méchant, mais c'était un changement quand même. Dans Netrunner CCG, c'était, je fais ça de mémoire, hein, 18-19 points d'agenda dans un deck, et dans Android Netrunner, c'était 20-21 points d'agenda, donc un tout petit peu plus de points d'agenda. Couplé au fait que dans Android Netrunner, il y avait très peu d'agendas à fort point. Souvent les agendas en fait dans Netrunner, c'était des agendas à 4 points, 3 points. On a des 3-2, donc qui se scoraient facilement. On arrivait à scorer des gros agendas et très rapidement. C'est vrai qu'il y a un archétype qui était à vomir, c'est l'archétype investissement rapide. Le principe, c'est que vous aviez un agenda, on le pose en jeu, on le score tout de suite, il sort de la partie, le runner ne peut pas y toucher. Ça a été un fléau dans Netrunner CCG. C'est pour ça que je préfère le sceller
co-construit, parce que le scellé, on retrouvait le vrai Netrunner avec des agendas sur table. C'est un archétype qui doit exister, mais dans Netrunner, il était vraiment prépondérant et vraiment à vomir. C'était dû au fait qu'il y avait beaucoup de cartes d'investissement rapide, très puissantes, et des gros agendas qui faisaient que la partie était terminée en peu d'agendas scorés. Donc je comprends pourquoi dans Android Netrunner, ils ont mis des agendas avec moins de points, qu'ils ont limité la puissance des cartes d'investissement rapide et qui en plus ont augmenté le nombre de points d'agenda nécessaires. Sauf que tout ça, ça a fait en sorte que dans Android Netrunner, il fallait beaucoup plus de séquences de jeu pour gagner la partie. C'est pas forcément un mal, mais si on était dans un metagame où le runner avait un avantage, ça pouvait être dur par moment à la corpo vraiment de finaliser ces parties. Et ça, couplé au fait que la règle de purge des virus avait changé, il y avait un aspect lock de la corpo qui était parfois hyper frustrant. Et comme les agendas dans Android étaient plus petits et qu'il fallait plus de points dans le deck, souvent on avait une surcharge d'agendas dans la main. Et enfin voilà, il fallait plus de séquences de jeu pour la corpo, il en fallait moins pour le runner parce qu'il avait plus d'accès fructueux. Il y avait un truc qui a changé, quoi. Donc la purge des virus, les agendas, les points d'agenda, la trace. Il y avait aussi un changement mineur. Bon, c'est pas énorme, mais pareil, ça couplé à tout le reste, ça a eu quand même un impact. C'est que dans Netrunner CCG, les points d'agenda gagnés par les cartes d'agenda étaient dissociés. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez un agenda 4-3 dans Netrunner CCG. Lorsqu'il est scoré, vous aviez 3 points d'agenda qui étaient matérialisés avec un dé, des jetons, ce que vous vouliez. Mais c'était des points que vous aviez gagnés, ils étaient à vous. C'est-à-dire, et derrière, vous aviez des cartes qui disaient dépensez 1 point d'agenda, faites ceci, faites cela. Dépensez 2, 3 points d'agenda, X points d'agenda, faites ceci, faites cela. Donc, indépendamment des cartes d'agenda que vous aviez gagnées, vous aviez des points qui étaient dissociés. C'était deux variables complètement différentes. Dans Android Netrunner, ils ont voulu simplifier les choses, et pourquoi pas. Ils ont abandonné l'idée des points d'agenda, des points dissociés des cartes, et on considérait que c'était juste des cartes d'agenda qui faisaient office de points. Enfin, en fait, vous aviez des cartes dans Android Netrunner qui disaient forfaiter, annuler, retirer de la partie, perdez, en gros, un agenda complet, et faites ceci, faites cela. Donc on avait toujours la notion d'utiliser des agendas pour faire des effets puissants, mais dans Android, vous perdiez complètement l'agenda. Vous n'aviez pas la notion des points. C'est-à-dire que vous aviez scoré un agenda 4-2, 4-3, ça commence déjà à être puissant, et si vous vouliez faire un effet puissant, vous perdiez tout votre agenda, et donc les 3 points, et pas seulement un point parmi les 3 gagnés initialement dans Netrunner. Donc voilà. Alors après, ok, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, la corpo avait plus d'agenda dans le deck. Donc elle pouvait se permettre en termes de nombre de cartes d'agenda d'en perdre un, sauf que comme c'était plus difficile à scorer et qu'il fallait plus de points pour gagner, voilà, enfin tout ça, ça s'imbrique au final. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement de règle? Il y a eu la limitation du nombre de cartes dans le deck. J'en parle comme étant un point négatif d'une certaine manière, mais c'est aussi un point positif. Dans Netrunner CCG, il y avait 3 formats. Le scellé, starter, quelques boosters, vous ouvrez, vous faites un deck, vous jouez. De l'attention, du bluff, le meilleur format, déjà en règle générale dans ces jeux-là, je trouve. Mais dans Netrunner, enfin, tous les joueurs de Netrunner vous le diront, c'est le meilleur format. Et dans le format construit, vous aviez 2 formats. Le 1 pour 15, à savoir dans un deck, vous avez le droit d'utiliser un exemplaire d'une carte par tranche de 15 cartes dans le deck. C'est-à-dire dans un deck de 45 cartes, 3 fois la même carte, 60 cartes, 4 fois la même carte, 75 cartes, 5 fois la même carte, et ainsi de suite. Moi j'ai déjà fait des decks de 300 cartes parce que je voulais utiliser 15 fois la même carte. J'adore le no limit, ça apporte des possibilités de construction radicalement différentes. Et voilà, donc je m'étais fait un tower deck corpo de 300 cartes. Vous imaginez la tête du runner. Et j'avais 15 fois la même carte, ça me permettait d'assembler une pièce d'une combo et de scorer en un tour. C'était très difficile. La R&D, il y avait 0 ice dans le deck. La R&D était blindée de pièges. Il y avait
que des pièges, très peu d'agenda. Enfin, c'était magique. Bref, le 1 pour 15. Généralement, on joue en 45 cartes, donc c'était 3 copies d'une même carte dans un deck. C'est vraiment ce qu'on a connu dans Android Netrunner et ce qu'on connaît dans la plupart des jeux. C'est les formats les plus équilibrés qui tournent bien lorsqu'un jeu est vivant et qu'il y a plein de sorties. Ça permet vraiment de varier la construction, de ne pas être broken, d'avoir de la variété, etc. Dans Netrunner CCG, vu que le jeu est mort, le jeu se renouvelle en termes de parties, en scellé, en construit beaucoup moins. En 1 pour 15, ça allait, mais il y avait très peu d'archétypes. Enfin voilà, il y avait 2 extensions, c'était pas la folie, quoi. Et il y avait le No Limit qui, comme son nom l'indique, il y a 0 limitation. C'est excellent en termes d'exercice, de construction de decks. On arrivait à faire des decks de folie basés sur 1 ou 2 cartes et des decks qui n'auraient jamais été possibles sans augmenter le nombre d'exemplaires d'une carte. Il y a des decks qui ne peuvent que fonctionner si une carte elle est présente en 6, 9, 12, 18, 20, 22 fois. J'ai mon exemplaire maximum d'une carte, c'est 22 fois. Mais j'ai à peu près 20 fois la collection complète. J'ai la possibilité de me faire 100% des archétypes de Netrunner CCG. J'en suis fier parce que c'est pas du tout histoire de me la raconter, hein. C'est juste que j'ai mis plus de 10 ans à assembler la collecte et je peux faire tous les decks. Enfin, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Après, à côté de ça, dans des decks vraiment hyper performants en tournoi, il y en avait très très peu. Donc le No Limit permet de faire plein de decks différents, mais malgré tout, en deck compétitif, il n'y en avait pas tant que ça. Souvent du fastad, des decks un peu broken, beaucoup broken d'ailleurs. Donc voilà, moi le construit à Netrunner CCG, bof bof. Et dans ma vidéo de bilan d'ANR, je parlerai du construit, vous verrez que je suis très content sur certains points de ce qu'a apporté ANR. Mais en tout cas, on a eu que du 3 copies en ANR, donc tout de suite il y avait un changement de règle qui m'a pas plu, c'est que tout de suite mentalement, moi je me suis dit, on a une restriction. On a toujours le 1 pour 15, mais on n'a plus le no limit. Et la méthode de commercialisation pas à collectionner du jeu fait qu'on avait perdu le scellé. Et le scellé, j'y avais joué pendant 10 ans, c'est le meilleur format de Netrunner. Donc déjà, on partait sur un truc, le construit pouvait être bien, mais on avait 2 formats qui manquaient, quoi. Donc voilà. Il y avait un petit changement de règle aussi, bon c'est pas la mort, mais dans Android Netrunner on devait survivre à une intrusion pour pouvoir gagner la partie. C'est-à-dire vous aviez 5 points d'agenda, vous venez runner sur R&D, vous accédez à X cartes, un agenda à 2 points qui vous fait gagner la partie, et un piège qui vous tue. Et bien vous mourriez sans avoir pu scorer vos 2 derniers points et gagner la partie. Dans Android Netrunner, il fallait survivre à un run pour pouvoir scorer les points qu'on était en train d'accéder. Dans Netrunner CCG, ce n'était pas le cas. Vous touchiez l'agenda, peu importe ce qu'il y avait autour, vous gagnez la partie. C'est bien, c'est pas bien, bon, ça honnêtement c'est pas super, mais c'est un changement de règle. Alors, purge, point d'agenda, les traces, les machins. Oui, il y a eu un phénomène dans Android Netrunner qui n'était pas directement lié à un changement de règle, mais plus à la manière dont ont été designées certaines cartes. Pas tout de suite, quoique si, Noise, l'identité Noise dès la boîte de base. Mais c'est arrivé avec Power Shutdown, avec pas mal de cartes par la suite, et il y en a eu régulièrement. Alors sur les 1002 ou 1003 ou 1400 cartes que compte Android Netrunner, des cartes dont je vais vous parler, il n'y en a pas non plus des milliards, hein, il y en a peut-être 15, 20, 25, je ne sais pas. Mais pour moi, ces cartes-là, elles n'auraient jamais dû exister. Et ça apporte un mauvais phénomène. Et déjà, on avait eu ça dans Netrunner CCG sur certains plans. Pourquoi ils ont refait la même erreur, quoi. Bref, c'est les cartes que j'appelle les cartes d'agression. Oups, c'est les cartes que j'appelle des cartes d'agression corpo directe. C'est-à-dire des cartes que l'on joue qui vont agresser le runner directement et de manière très impactante. Alors je ne suis pas contre l'agression de la corpo envers le runner, loin de là, au contraire, ça fait partie du jeu, ça doit faire partie du jeu, le runner doit flipper, on doit pouvoir lui en foutre plein la tronche. En revanche, je trouve que ça doit se faire dans le cadre de Netrunner. Netrunner, c'est quoi? C'est un mec qui se connecte à distance,
avec son PC, des connexions neuronales, qui passe des firewalls, des réseaux, des serveurs, des machins. Il n'est pas physiquement avec la corpo. La corpo, pour se protéger, elle a des ICE, elle planque des trucs dans ses serveurs. Le runner, quand il va dessus, quand il est sur une ICE, il se fait sauter la gueule s'il n'arrive pas à dealer avec le problème informatique sur lequel il est confronté à l'instant T. Que le runner ait des problèmes qui se matérialisent par des décharges quand il est connecté, en cours de run, il n'y a aucun problème. Ça, c'est de l'agression indirecte, parce que c'est le runner qui déclenche une action, qui se déplace, et s'il est mauvais, bah, il est mauvais. Il s'est déplacé chez la corpo, et c'est bien fait pour lui s'il n'a pas su gérer le problème. En dehors de ça, quand la corpo va tracer le runner, elle va essayer de remonter ses connexions, de savoir où est le runner, et de lui en foutre pas la tronche. Si elle y arrive, tant mieux pour elle, elle a réussi, c'est Netrunner, savoir où est le runner, le trouver et le démonter. Ça, ces deux types d'agression-là, c'est de l'agression indirecte. Ça fait partie du jeu. Il faut qu'il se passe des choses pour pouvoir agresser. Les actions indirectes, c'est les actions qui s'affranchissent de tout ça. Quand la corpo, directement, va jouer sa carte et va dire « Tiens, je t'en fous plein la tronche. Tiens, je te fais ça. Tiens, je te fais ça. » Netrunner, c'est un jeu un peu à l'allemande. C'est pas totalement de l'Améritrash, c'est pas du jeu à l'allemande, c'est de l'Eurotrash, enfin, c'est un peu entre les deux. L'agression doit être faite de manière indirecte. Et il y a des mécaniques pour ça, la trace et le run. Et il y a eu des cartes corpo qui sont sorties, qui agressaient le runner, qui avaient des conséquences similaires à des conséquences de trace, mais sans jouer de trace. Ou des conséquences similaires à un run, sans faire de run. Juste on disait à la corpo, tu joues ta carte, tu fais ça. Bah très bien. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt de la corpo de jouer des cartes à condition pour essayer de niquer le runner avec une trace? On s'affranchit de la trace puisque je peux faire la même chose ou presque sans que le runner ait une chance de s'évader. Inversement, pourquoi attendre que le runner, enfin pas inversement mais en complément, pourquoi attendre que le runner vienne runner et risquer de se prendre les pièges alors qu'il existe des pièges directement qu'on peut lui foutre comme ça? Donc tout ça, ça fait qu'on perdait le côté Netrunner, on perdait l'intérêt de la trace, on perdait le côté des anti-tags, on perdait le côté d'avoir... On perdait beaucoup de Netrunner. Et bah, dans la construction du deck, ça se ressentait. Enfin voilà, on perdait du Netrunner. Et ce côté agression directe, changer un peu la thématique du jeu, on va la retrouver dans beaucoup d'équilibrages. Je ne vais pas pouvoir tout vous détailler parce qu'il y a beaucoup trop de cartes, il y a eu beaucoup trop de choses de faites, etc. Mais ce principe-là de s'affranchir de l'interaction indirecte de Netrunner pour faire de l'agression directe, ça s'est retrouvé dans plein d'effets différents. Netrunner a eu ses défauts, hein. Des cartes pétées de chez pété, il y a une dizaine de cartes qui sont à vomir et à bannir dans Netrunner CCG, je suis le premier à le dire. Mais globalement, le jeu, il se tenait à la perfection, quoi. Et Android Netrunner, finalement, le format construit se tenait plus que Netrunner, mais on s'affranchissait beaucoup plus des principes du jeu et pas cool. Et ça, dès la boîte de base. L'identité Noise, l'identité Anarch rouge, c'était à vomir et ça a pourri le jeu dès le début de la partie. Noise, c'était je ne bouge pas, je reste chez moi, je pioche mes cartes, j'installe des virus, et je trash des cartes corpo, sans rien faire. Et on trachait des cartes du deck dans la poubelle. Derrière, le runner, il vient runner une fois, il ramasse les agendas et c'est la fête. Dès le début du playset dans Android, j'ai pointé ces problèmes-là du doigt. Concernant Noise ou d'autres problèmes globaux des modifs de règles dont je suis en train de vous parler, des modifs de règles qui étaient parfois sans conséquences. C'est pas le cas de Noise. Hein. Noise a eu des conséquences dès le début, mais parfois sans conséquences. Enfin, FFG ne voyait pas les conséquences, la plupart des joueurs ne voyaient pas les conséquences, et finalement les problèmes étaient déjà là, latents, sous-jacents, et plus le jeu a continué, et plus ces problèmes-là se sont renforcés, la purge des virus, le locking corpo, trop de points d'agenda, l'agression indirecte, etc., et ça a pesé sur tout le jeu. Et comme FFG n'ont pas le courage, ou je sais pas quoi... ils voulaient pas errater des cartes, ils voulaient pas bannir les cartes, ils voulaient pas... voilà, ils se sont traînés ces boulets-là pendant 3 ans. Ils ont à un moment donné, mais quand c'était trop tard, tenté de corriger le tir, ils ont erraté, ils ont banni, ils ont machin, mais c'était trop tard.
Ce qu'ils ont fait FFG dans la durée du jeu, bon, c'était le sujet de l'autre vidéo sur le développement d'Android, mais c'est pas grave, j'en parle maintenant. Ce qu'ils ont fait, c'est l'équilibrage en épée-bouclier. L'épée, c'est un problème, la solution, c'est le bouclier. C'est qu'ils créent des cartes spécifiques contre une autre. Et ça, c'est pas bien, parce que vous avez déjà des slots dans un deck qui sont très limités. Vous devez déjà, de par la nature de Netrunner, métagamer certaines choses. Le runner doit prendre en compte la trace, les tags, la conséquence des tags, il doit avoir ses breakers, il doit avoir de la thune, il doit les trouver, il doit avoir un but son deck. Si vous mettez tout ça dans un deck, vous n'avez plus de place. Et idem pour la corpo. Et quand on devait métagamer des cartes un problème, bah c'était au détriment des vraies cartes de son deck. Et quand il y a une carte qui pose problème et qui a un bouclier qui vient contrer, on fait avec. Quand vous en avez 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, bon, au final c'est plus possible. Vous jouez un pierre-feuille-ciseau géant à 20 variables et votre deck, soit il fait plus rien du tout, mais même en essayant de contrer toutes les menaces, vous ne pouvez pas. Votre deck n'aura jamais assez la place. Donc c'est un pierre-feuille-ciseau géant où d'un seul coup vous aviez bien métagamé, il y avait de la chance. D'un autre coup, vous n'aviez pas métagamé, vous aviez moins de chance, etc. Netrunner avait ses défauts, hein. Je vous dis, le no limit c'était à vomir, le construit bof bof, mais après d'un autre côté c'est ce qui a rendu intéressant Netrunner, Android Netrunner aussi, hein. Un metagame vivant, on réfléchissait, etc. Mais trop c'est trop. Et Noise, dès le début du core set, ça a été un problème. Derrière, ils ont créé Jackson Award, la carte pour récupérer des cartes de la poubelle, etc. Ils ont créé des pièges qui se triggerent de la poubelle. J'ai suffisamment gueulé dans les playtests pour dire ça va pas du tout, etc. Enfin, il y a eu des choses de fait, mais non, il fallait oublier l'agression directe dès le départ, quoi. Il y a eu une autre chose qui est un peu complémentaire de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas su bien comprendre comment était fait Netrunner dès le départ. Netrunner, il y avait des murs, des verrous, des sentinelles. Il y avait toujours la même chose dans Android Netrunner. Et les ice avant, elles étaient équilibrées suivant des équations arithmétiques qui étaient équilibrées à la perfection. Moi, je suis très mauvais en maths, en stats, en proba. Enfin voilà, je sais pas du tout mon truc, hein. J'ai pas du tout la science infuse. Je suis personne pour dire ça c'est équilibré, ça c'est machin. C'est juste que Netrunner était tellement bien équilibré que pour tout le monde, c'était visible au bout d'un moment en travaillant un petit peu sur le jeu, de voir comment étaient fabriqués les ice. Globalement, vous avez une force, vous avez une force, un nombre de subroutines, suivant la valeur de la force, le nombre de subroutines et l'effet d'une subroutine, vous arriviez à calculer quel devait être le coût d'activation d'une carte. Et on a réussi à déterminer quelle était l'importance de chaque variable dans une ice. Et grâce à ça, on avait réussi à faire un tableau à l'époque pour créer des ice de Netrunner CCG. Et à part, je sais pas, il y a peut-être une centaine d'ice, à part sur 2 ou 3 ice qui étaient un peu en dehors de la norme, overfumés, mal équilibrés, tous tenaient au crédit près, à la perfection. Netrunner, c'est un bijou d'équilibrage sur les ice. C'était mais parfait, parfait, parfait. En correspondance des ice, vous aviez des icebreakers qui étaient parfaitement équilibrés pour matcher en face. Il y avait un croisement, un tableau qui avait été fait à l'époque, ice versus icebreaker. Enfin, tout était parfaitement fait. Je vous assure que c'était parfait. Il y avait des murs et des verrous qui étaient très similaires en termes d'effet. Il y avait juste un des deux types qui était un peu moins bon qu'un autre, qui était un peu plus cher, mais parce que en face, le runner avait la possibilité de breaker différemment ces ices-là. Il avait des icebreakers mûrs qui étaient des noisy, des gros marteaux-piqueurs qui défonçaient, qui traversaient les couches d'ice, mais en mode gros bourrin. On arrive dans la matrice et bam, on défonce tout, on est bruyant dans le réseau, tout le monde nous entend, mais on s'en fout parce que j'ai la faculté de breaker des gros murs un peu moins forts. Donc j'acceptais d'avoir des défauts en face. Quels étaient les défauts des icebreakers noisy? Donc c'est déjà les icebreakers, on les payait moins cher. On breakait pour moins cher, mais ils avaient des défauts. Les défauts, c'est que si le runner avait des cartes stealth en jeu, les cartes stealth que pouvait jouer le runner, c'était des cartes qui lui procuraient des avantages, bien souvent de l'économie
récurrentes ou ponctuelles, mais des cartes d'économie assez intéressantes. Le runner, s'il utilisait des icebreakers noisy, perdait de l'argent qui était stocké sur ces cartes stealth, ces cartes discrètes. Déjà, c'était super mécanique, enfin super thématique, pardon. C'était équilibré, on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'était super bien. En complément de ça, il y avait eu un sous-type d'ice qui avait été créé. C'était les ice noisy, les sleepy, pardon, les glaces endormies. Quand le runner était en approche d'une ice endormie, si auparavant dans le run, il avait utilisé un icebreaker bruyant, la corpo pouvait activer son ice beaucoup moins cher que son coût d'origine. Et ça, c'était génial, on ajoutait de la profondeur au jeu, c'était super mécanique, et ça rentrait tout à fait dans les équations du jeu. Ce que je reproche maintenant à Android Netrunner, c'est de s'être affranchi de globalement tout ça. Ils ont... Désolé. Zut, tais-toi, Siri. Ils ont interverti déjà les équations d'équilibrage des murs et des verrous. Ça, à la limite, on s'en fout. Sauf que, en face, en correspondance, ils n'ont pas interverti l'équilibrage des breakers verrous et des breakers murs. Du coup, il y avait déjà un problème. Ils ont parfois repris des icebreakers similaires au CCG, mais ils ont repris des anciens icebreakers noisy sans rééquilibrer leur coût et d'installation et de break, etc. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des icebreakers qui étaient disproportionnés, beaucoup trop forts, sans qu'il y ait la correspondance avec Netrunner et d'avoir le défaut des icebreakers noisy. Les Sleepy, ça n'existait plus. Les cartes de stealth, de la manière dont c'était fait dans Netrunner CCG, ça n'existait plus. Enfin, ça collait plus. Déjà, les équations étaient inversées entre les deux, et en plus, ça collait plus. Concernant les équations d'équilibrage des ice, what the fuck, total. Avant, vous aviez un jeu avec des belles progressions, 0, 0, activation, force, une subroutine, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, enfin voilà, vous voyez la courbe, c'était comme ça, équilibré à la perfection, même les sentries, même avec les effets un peu exotiques, tout était parfait. Là, dans Android Netrunner, quand j'ai eu les fichiers, donc j'ai fait 74 parties d'Android Netrunner, le premier week-end où j'ai eu les playtests. On a fait avec Emmanuel un fichier de 25 pages d'analyse du jeu, on a tout détaillé. Tout ce qui n'allait pas pour nous au niveau des changements de règles, tout ce que ça allait engendrer comme problème, les équations inversées, enfin l'agression directe, tout ce que je vous dis là, on l'avait dit, tout ce qui n'allait pas. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et on cherchait à analyser si les ice, enfin si c'était bien équilibré et comment c'était équilibré. On n'a jamais été foutu globalement de ressortir les équations d'équilibrage comme elles étaient aussi claires et propres dans le CCG. On arrivait à retrouver des bribes parce qu'il y avait des fois des ice similaires, mais c'était pas propre. Et quand je posais la question au designer de l'époque, bah, j'attends encore la réponse. C'est comme ça, c'est machin. En gros, FFG, ils font de l'empirique. C'est on crée, on voit ce qui se passe, on ajuste. Ça peut fonctionner. Hein. Les Américains, j'ai l'impression, faut beaucoup du design comme ça. C'est assez agressif, c'est brut, on ajuste si besoin ou machin. Richard Garfield est américain, hein, mais c'est un prof de maths et ça se ressentait clairement dans Netrunner CCG. Dans Android, c'est un what the fuck total. Voilà. Aucun équilibrage et aucune équation possible. Ça ajoute à cela en plus une disparité entre les factions. Il y avait 4 factions corpo, chacune des factions thématisées dans un archétype d'effet, piège, tag, investissement rapide, gain d'action, globalement pour schématiser. Et en plus de ça, chaque faction était elle aussi spécialisée dans un sous-type dice. Donc déjà, il n'y a que 3 types dice et pas 4, passons. Mais du coup, ils ont créé des ice broken qui sortaient de la norme et des équations normales, équations qui étaient déjà difficilement définissables dans Android. Mais en plus, ils en ont créé des broken pour dire ce type d'ice là, il est plus fort dans cette faction là, donc ils font qu'il y ait des ice plus fortes. Enfin voilà, manque d'équations, thématisation des factions qui font que, voilà. J'en arrive à mon dernier point de changement de règles, qui n'est pas réellement un changement de règles, mais qui est un gros changement dans le jeu, c'est justement
les factions, les ID et l'influence. Tout ça, c'est un briquet. Dans Netrunner CCG, il n'y avait pas tout ça. Il y avait corpo, runner. Un runner avait des archétypes. Il y a des archétypes de jeux construits qui pouvaient être transposables à des factions de Netrunner. Le côté anarque, destruction, le côté criminel, assèchement, disruption d'économie, etc. Le côté shaper, bidouilleur, tuteur, on fait plein de trucs, on est super habile, polyvalent, etc. Ça existait déjà, mais et globalement, bon, allez, pourquoi pas avoir mis des archétypes sous forme de couleurs avec une thématique, etc. Bon, pourquoi pas. Sauf que le premier problème, c'est que moi je trouve qu'un runner devait savoir tout faire. Il devait et être agressif, et avoir de la disruption, et machin, etc. Donc on pouvait essayer de tout faire dans Android. Sauf que on était bridé par l'influence, c'est-à-dire qu'on était limité à ce qu'on pouvait piocher dans les autres factions, et qu'une faction soit euh, thématisée et forte dans un archétype, pourquoi pas, mais il aurait fallu qu'elle puisse faire aussi un peu ce qu'un vrai runner devrait faire normalement, mais d'une manière éventuellement moins forte que des cartes qui auraient existé spécialisées dans d'autres factions. Par exemple, la faction Anarch qui peut détruire les Ice, il y avait une carte parasite qui détruisait l'Ice, elle était très forte, etc. Bah, il aurait dû y avoir des cartes qui détruisent les Ice, mais dérivées un peu. Ça a été fait un petit peu, mais voilà, on sentait que c'était une faction fait ça, les autres sont nuls, tu dois prendre ton influence, et du coup on se retrouvait avec des runners pas assez polyvalents à mon goût. C'est mon goût, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais voilà. Pareil côté corpo. Voilà, bref. Les identités, c'était très bien, c'était thématique, on joue un personnage, il y avait un effet qui pouvait être croisé avec son deck build, etc. Je comprends que ça puisse plaire, c'est avantageux parce que ça dirige un build. Moi, je n'aime pas parce que justement, je déteste qu'on me dise qui je joue et quoi je joue dans un jeu. La force de Netrunner, c'est que c'était un jeu tellement profond, riche, immersif, qu'on se retrouvait, nous, en tant que joueurs, face à une corpo. Et on avait peur, nous, en tant que joueurs. Et je sais pas, c'est tout con, c'est tout bête, mais le fait qu'il y ait une identité et qu'on joue un rôle, il y a une distanciation qui se fait. Je sais pas, enfin, on perdait le côté c'est nous qui jouions, quoi. Et puis le côté dirigiste d'une identité avec un effet, c'est que c'est dirigiste, justement. Notre deck tourne, il fait ça, on perd un peu de versatilité. Alors certes, par la suite, il y a eu beaucoup d'identités, donc on retrouvait de la variété en changeant d'identité, mais le problème qui apparaissait, c'est un problème d'équilibrage, c'est qu'FFG, ils ne savent pas équilibrer, et il y a eu des trucs tellement plus forts que d'autres, que des identités jouées, bah, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc finalement, toujours la même non-variété d'archétypes joués, et surtout le gros défaut que tout ça a amené, c'est que vous vous asseyez devant un joueur, vous voyez son identité. Donc vous voyez et la couleur de son deck. C'est-à-dire que vous savez, dans un moment donné, un méta donné, ce qui était joué, vous arriviez à deviner 80-90% du deck. Donc dans un jeu qui joue au stress et au bluff, bah, vous perdiez énormément. C'est voilà. Même s'il y a le jeu de l'influence où on pouvait piquer dans les autres factions, voilà, les archétypes y tournaient, les cartes qui étaient facilement croisables, enfin, on connaissait les cartes, franchement, il y avait 90% du deck connu. Et ça, c'est dû et à la fois aux factions, et aux identités, et aux points d'influence qui étaient trop limités. Moi, j'aurais aimé que ça soit comme Netrunner, pas d'identité, pas de faction. Par contre, l'influence est une très bonne idée. Emmanuel Estournay, le créateur de la Cyberbib, des 6 extensions dont je vous ai parlé auparavant, il avait créé un format de jeu où à chaque carte de Netrunner CCG était attribué un quota de points. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aviez un quota pour créer votre deck en 100 points, comme des points d'armée dans un jeu de figurines. Ça pouvait être modulé en plus, 50 points, 100 points, 200 points, 300 points, et vous construisiez un deck pour essayer de faire varier les cartes dans un deck. Comme en plus c'était du no limit, libre à vous de mettre 10 fois la même carte si vous voulez, mais si c'est une carte à 5 d'influence, on va dire, bah vous cramiez 50 points d'influence juste pour cette carte-là. C'est une manière d'utiliser l'influence de Netrunner, de favoriser la variété,
de limiter l'aspect broken, du no limit, etc. Sans pour autant apporter tous les points négatifs que je vous ai dit. Alors les factions, c'est cool au niveau thématique, les ID, c'est cool, c'est dirigiste, etc. On peut ne pas adhérer à mes arguments qui, moi, je trouve, sont des points négatifs. Mais pour moi, c'était des points négatifs. Nos limites, influx, machin. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour les. Enfin, c'est tout. Pour les différences du jeu. Comme vous le voyez, il n'y a pas eu non plus énormément de très gros changements impactants quand vous regardez une table de jeu, mis à part la trace, à part peut-être un petit peu éventuellement les factions et les identités. Il n'y a pas eu de gros changements. Les jeux étaient très similaires. Oui, on jouait à Netrunner en jouant à Android Netrunner, mais tous ces petits micro-changements, tous ces problèmes d'équilibrage, tous ces problèmes de mauvaise, pas compréhension de Netrunner, mais la façon dont c'était équilibré, fait que tous ces petits trucs mis bout à bout et en croisé, fait que ça a généré des problèmes qu'Android Netrunner s'est traîné tout le long de sa vie. Et voilà, ils n'ont pas voulu errater les cartes. Ils ont créé des nouvelles cartes pour corriger des anciennes, mais l'histoire des slots dans les decks avec le metagame à 20 variables, enfin voilà, je vous ai expliqué tout ça. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Alors Android s'est bien amélioré. En fin de vie, il y a eu une rotation, il y a eu un nouveau corset. Ce que font actuellement Nisei, ça va dans le très bon sens. Enfin, c'est bien. Mais on a perdu 3 ans au début du jeu, quand le jeu était le plus actif. Et surtout, ce qui était rageant, c'est que la plupart des défauts que je vous ai dit, qui se sont révélés vrais toute la durée de vie du jeu, ils avaient été identifiés au début du jeu. On n'a pas été essayé écouter. Et durant tout le développement d'Android, globalement, c'est le constat que j'en fais. C'est que j'ai fait des playtests jusqu'à San, je crois, donc les 4 premiers cycles et les 3 ou 4 premières de luxe. Bon, les premiers playtests, on les a fait de ouf, des rapports de ouf, on a testé de ouf, on a fait des remontées, on n'était pas écoutés, ils avaient une vision agressive, bornée. Les playtests d'après, ils ont été un peu plus légers, et ceux d'après encore plus légers. Et globalement, les derniers playtests, c'était juste pour avoir moi les cartes en avance, parce que j'étais super impatient de connaître les cartes. Mais mon envie d'améliorer le jeu, il s'est estompé. Enfin, bon bah voilà, il continue sur leur lancée, il y a eu des cartes broken, j'ai peu à peu délaissé le jeu d'un point de vue joueur, d'un point de vue amour pour le jeu. Et voilà, bref, j'en reparlerai. Bah écoutez, voilà, je sais pas si réellement ça mérite une autre vidéo sur le développement de la vie du jeu. Finalement, j'en ai parlé énormément. Je peux parler des règles de tournoi qui avaient changé. Dans le premier Netrunner, donc Netrunner c'est 2 parties, un aller, un retour. Vous jouez corpo, puis vous jouez runner. Dans le premier Netrunner, le gagnant d'un match scorait 10 points. Le perdant scorait autant de points que le nombre d'agendas qu'il avait volé ou finalisé avant de perdre. Si vous perdiez la partie avec 6 points d'agenda, le gagnant avait 10 points et le perdant avait 6 points. Il y avait 10-6. Sur le retour, on faisait la même chose. On additionnait les scores des 2 parties et ça faisait un score cumulé. 20 à 12, 16 à 15, etc. Des fois, on pouvait perdre, mais avec un différentiel de points pas très important. Ce qui faisait qu'au niveau de tiebreaker, vous étiez avantagé. Android Netrunner s'est complètement affranchi des points d'agenda dans les résultats. C'était t'as gagné, t'as perdu. Ok, pourquoi pas. Ils ont fait ça pour pouvoir favoriser les decks tag and bag, et je le comprends très bien, parce que des fois vous scorez pas de points, vous cherchez pas à en voler, enfin si, en runner on pouvait pas gagner autrement, mais voilà, enfin ça changeait tout. Très souvent on avait des égalités, il n'y avait pas de tiebreaker, vous aviez gagné la première, perdu le deuxième, ça faisait une égalité, sans tiebreaker réel sur ce qui s'était passé en cours de partie, enfin je sais pas, il y avait des trucs qui n'allaient pas au niveau règles de tournoi. Et du coup, j'y pense, il y a eu un autre changement de règle, c'est au niveau des points de mauvaise presse, la bad publicité. Dans Netrunner CCG, là, vous pouviez en tant que runner
donnait des points de bad pub à la corpo, et la corpo pouvait elle-même s'auto-infliger de la bad pub. Les bad pubs ne faisaient absolument rien du tout, sauf que si la corpo en avait 7, elle perdait la partie. C'était une règle, une mécanique qui avait été amenée par Proteus, la deuxième extension. Enfin, première extension. Dans Android Netrunner, la bad pub existait toujours. Par contre, c'était plus une condition de défaite de la corpo. En revanche, chaque point de bad pub avait un effet sur le jeu. Et ça, pour le coup, c'était plutôt très bien. Et c'est un changement de règle que je trouvais parfait. Enfin, là, pour le coup, vraiment, ça, c'est très bien. La bad pub, ça donnait, pour chaque compteur bad pub que la corpo avait, en début de run, le runner gagnait autant de thunes que le nombre de bad pub. Très bien. C'est plus une condition de défaite, ça évitait des jeux un peu totalement broken en runner, mais ça aurait pu être évité en faisant différemment à Android, en équilibrant mieux de toute façon. Mais bref, c'était plutôt pas mal de ne plus perdre là-dessus, éventuellement. Bien que ça mettait une petite pression, enfin c'était intéressant. Et puis au final, quand le runner avait 7 bad pubs, il avait 7 crédits au début de chaque run, bon, il était quand même en position de bien gagner au point d'agenda. Donc pourquoi pas sur cette règle-là. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que malgré tout ça a été plus ou moins clair. Voici pour tous les petits changements du jeu sur le développement d'Android Netrunner. Bon, finalement j'en ai parlé dans cette vidéo. Et puis il est temps maintenant pour moi d'aborder la fin de cette série de vidéos. Finalement, je suis en train de relire mes règles un petit peu. Écoutez, dans la prochaine, ça sera mon bilan sur toute l'histoire d'Android Netrunner, mon histoire avec Netrunner finalement, ce que je pense de tout ça, etc. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut, salut tout le monde.